une soixantaine aujourd'hui. Il faudra qu'on soit 4500 au moment des jeux. Débrouille-toi. L'innovation, c'est souvent simple, mais c'est juste faire pas comme on aurait fait là tout de suite. À vrai dire, quand on me posait la question, tu vas faire comment? J'ai dit j'en sais rien jusqu'à fin 2023. Il y a des gens qui sont rentrés chez nous qui étaient stagiaires en novembre 2018. Pendant les jeux, ils manageaient des équipes de 100 personnes. Avec le recul, je trouve que c'était plus facile d'attirer des gens en début 2019 qu'en 2024 où tout le monde savait qu'il y avait les jeux, mais tout le monde entendait à la longueur de journée que ça allait être une catastrophe. Bonjour Chantal, Bonjour. Comment tu vas? Enchantée, ça va bien, très bien. Génial, je suis très content de t'accueillir dans le podcast du Future of Hiring. L'objectif, c'est de parler de toi, parler de ton expérience au sein de Paris 2024, parce que du coup, tu es ex-directrice déléguée talent et diversité. Ouais. J'espère que j'ai bien dit. Bravo, parce que c'est pas un titre très très facile à retenir. Exactement, de Paris 2024. Et donc concrètement, c'est les JO. Ça va être le recrutement de cet événement historique qu'on a vécu. Est-ce que tu peux te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas encore? Oui, alors il y en a sans doute beaucoup qui ne me connaissent pas. Donc moi j'ai un parcours RH assez, assez standard. J'ai travaillé dans des entreprises avec des politiques RH plutôt dynamiques, assez innovantes, comme le groupe Danone ou Apple. Et j'ai fait un passage aussi plutôt côté business, pour un peu mieux comprendre finalement quel est le lien entre les RH et le business. D'accord. Ce qui fait de moi quelqu'un qui suis attaché à ça, cette culture business. Et puis, donc là, je sors d'une expérience professionnelle qui a duré 6 ans, absolument incroyable. Hors norme. Voilà, où j'ai réuni tout ce qu'il y avait de magique pour moi, de la passion, parce que je suis passionnée de sport initialement. Il y avait du défi plus, parce que l'enjeu, il était colossal. Et puis, une possibilité d'innover qui était là. Et innover, moi, j'utilise beaucoup le terme innover, mais ce n'est pas toujours des choses très complexes, en fait. L'innovation, c'est souvent simple, mais c'est juste faire pas comme on aurait fait là tout de suite en y pensant. C'est plutôt ça. Donc voilà un peu ce qui me caractérise. Je suis une maman de grands enfants qui vont bien. Voilà. Génial. Et du coup, tu fais du sport? Oui, alors j'en fais encore un petit peu, mais comme une vieille dame maintenant. Je suis une handballeuse en fait à la base. Ah, trop bien. Voilà. Ok, génial. Comme mon associée Marie-Lou, elle était au PSG, en handball au PSG dans l'équipe féminine. Ok. Et génial, on va parler du coup de ton expérience, de ces 6 ans, qu'est-ce qui s'est passé, et puis surtout la dernière année et les 6 derniers mois aussi qui ont été intenses. Tu pourras nous raconter tout ça. Et on va creuser justement sur les différentes stratégies que tu as pu mettre en place, ce qui a marché, ce qui n'a pas marché aussi, et les enjeux auxquels tu as fait face, et aussi cette histoire qui est assez atypique parce que ça s'arrête. C'est ce que tu m'expliquais, c'est qu'à la fin des JO, on sait qu'il y a une date butoir et qu'à la fin, l'activité s'arrête. C'est ça que tu avais expliqué, c'est ça? Ouais, c'est un peu la singularité, c'est que moi, quand je commence l'aventure en novembre 2018, je sais que je pars pour un truc qui va durer grosso modo 6 ans. Je sais très bien ce qui va se passer à la fin, et en même temps, on n'est jamais assez bien préparé, parce que ça fait un peu tout drôle, pour être tout à fait honnête. Ça fait un peu tout drôle. Mais on a un objectif qui est défini de manière assez simple. C'est, on est une soixantaine aujourd'hui. Il faudra qu'on soit 4500 au moment des jeux. Débrouille-toi. OK. Bon, donc, j'ai parlé de défi tout à l'heure. C'est le genre de choses, évidemment, qui m'a pas mal excitée. Mais c'était une vraie feuille blanche au départ. Ouais, clairement que tu dois construire toi. Comment ça s'est passé, du coup, au début, quand on t'annonce cet objectif? Et je ne sais pas si tu te souviens, mais des premiers mois, il y a 6 ans, quelles sont les premières étapes que tu as pu mettre en place? Comment tu as pensé la chose? La première chose, à vrai dire, quand on me posait la question, tu vas faire comment? J'ai dit j'en sais rien jusqu'à fin 2023. quasiment. J'avais une petite idée quand même, fin 2023, mais sincèrement, au départ, j'en avais aucune idée. Aucune idée de comment j'allais m'y prendre. Et j'ai commencé par un truc c'est peut-être un peu classique, mais essayer de comprendre ce que c'est le business. On va faire quoi exactement? Parce qu'évidemment, derrière l'image que maintenant beaucoup de gens en France ont des Jeux Olympiques, en fait, c'est autre chose. Enfin, c'est d'une complexité absolue. Et appréhender cette complexité, c'est ce qui m'a occupé un peu les premiers mois, en ayant en même temps, parce que c'est ça qui était aussi pas tout simple, en même temps, il fallait commencer à recruter. Parce que tous les patrons
de ce qu'on appelle les FA, donc Functional Areas, avaient été recrutés, grosso modo. Okay. Et tous commençaient à vouloir recruter leur équipe. Ouais, d'accord, ok. Et donc, ils avaient besoin de moi. Moi qui n'avais à ce moment-là qu'une équipe de... On était 3. C'était 3 personnes au début, ouais, ça. 1, 2, 3, ouais, allez, disons 4, le temps de s'installer, disons 4. Donc, on était 4 au départ, bon, avec tout le monde qui s'agitait. Et dans un coin de notre tête, il faut qu'on comprenne ce qui se passe pour pouvoir faire ce qui va être le gros pic. Sachant qu'au début, on avait une vision des choses qui était de dire, grosso modo, on va doubler d'effectifs chaque année. D'accord. C'était un peu ça le schéma qu'on avait en tête. Mais au départ, on ne sait pas quel profil on va recruter. Parce que moi, je ne savais pas, quoi. Pour moi, c'est un événement. Alors, bien sûr, je me doute bien qu'il y a des fonctions classiques de l'entreprise derrière, qu'il y a des gens qui organisent un événement, mais je ne sais pas la dimension que prennent les transports, la restauration, la technologie, enfin, ce qu'on appelait la tech, l'IT, quoi. C'est un truc colossal derrière les jeux. Colossal. J'en avais aucune idée. Et l'un des premiers directeurs que j'ai rencontrés, c'est probablement le DSI, et qui m'a très vite fait comprendre qu'il allait beaucoup avoir besoin de moi. Mais c'était, voilà. Et chaque directeur, au départ, je pense que ça leur faisait un peu peur, d'avoir quelqu'un qui venait pas du monde de l'événementiel pour ce rôle-là. Je pense que ça leur a fait un peu peur. Mais bon, voilà, ce qu'il a fallu vraiment faire, c'est comprendre quel allait être l'enjeu de chacune de ces personnes, sachant que certaines de ces personnes étaient comme moi. Elles ne savaient pas trop quel était leur enjeu à ce moment-là. Enfin, elles n'avaient pas pas forcément de certitude, quoi. Donc, ouais, la compréhension des enjeux business au départ, c'est vraiment un temps très, très fort. Et puis après, après et en même temps, il faut commencer à structurer les choses. Parce que là, pour le coup, d'un point de vue, pour faire mon propre métier, en fait, je ne vais pas m'en sortir avec juste une adresse mail. J'ai besoin d'un ATS, j'ai besoin de process, j'ai besoin de managers qui sachent recruter, et j'ai besoin d'une équipe. Donc ça a été tout ce qu'il fallait faire en parallèle. Il y a cette espèce de jeu permanent de construire et faire en même temps pour réussir à se préparer à la livraison, quoi. Ouais, clairement, tu devais avancer à 2 vitesses entre quel est l'objectif, quelle est la vision qui s'affine et qui doit s'anticiper au fur et à mesure, parce que compréhension des nouveaux enjeux, etc. Vu qu'en vrai, on n'a pas de... C'est pas un schéma classique. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de business model très similaire, etc. Non. Et il y a d'ailleurs une première étape qui a été de comprendre que ce n'était pas un schéma classique. Ah oui, d'accord. Parce qu'en fait, dans l'équipe RH, on était beaucoup de personnes qui venaient de grands groupes, de fonctions RH assez classiques dans des grands groupes, quoi. Et en fait, on a mis un certain temps à tomber nos réflexes. C'est-à-dire, le truc tout bête, c'est de pas projeter quelqu'un dans le temps. En fait, on n'est pas une boîte qui va recruter quelqu'un. Alors, ok, aujourd'hui, de moins en moins, on ne projette pas les gens sur une carrière de 15 ans, mais néanmoins, on a l'espoir secret quand même qu'on va bâtir des compétences qu'on va conserver. Bah là, je n'ai pas cet enjeu-là. Les compétences que j'ai là, j'en ai besoin le temps du projet, puis après, chacun va aller vivre sa vie. Et c'est ok pour tout le monde, c'est clair pour tout le monde. Donc, il faut tomber notamment ce genre de réflexe-là, qu'on avait un peu au départ. Et ça, c'était pas si simple que ça. Ouais, j'imagine. Et quels sont les différents postes que tu as dû recruter ? J'imagine qu'au début, c'était peut-être pas les mêmes fonctions que vers la fin du projet. Ouais, donc au début, on est plutôt en train de construire un peu les têtes de pont. D'accord. Et ça, je le dis maintenant parce que je l'ai compris seulement après, mais en réalité, on a recruté les têtes de pont et puis des petites mains. C'est pas péjoratif du tout dans mon sens, dans ma bouche, hein, mais les petites mains au départ, ce que je savais pas, c'est que ces petites mains, c'était des gens qui allaient grandir et qui allaient devenir des gens clés dans l'organisation à une vitesse incroyable. Il y a des gens qui sont rentrés chez nous, qui étaient stagiaires en novembre 2018. Pendant les Jeux, ils manageaient des équipes de 100 personnes, quoi. Ah ouais, c'est fou. Donc c'est en 6 ans. En 6 ans, dans la même boîte, sur les mêmes sujets. Enfin, les mêmes sujets. Ils ont bougé un peu, évidemment. Ils ont élargi leur périmètre. Mais ça, c'est quelque chose que je n'avais pas imaginé, en fait. Que les petits, entre guillemets, qu'on allait recruter au début, allaient devenir des gros. Et ça faisait partie un petit peu des petites surprises, on va dire. Et pour revenir à ta question sur qui on a recruté, donc, on a quand même au départ pas mal staffé les fonctions support. D'accord. Parce qu'il y avait besoin qu'elles soient un peu organisées. Et les fonctions plus opérationnelles, ou ce qu'on appelle la livraison dans notre vocabulaire, les fonctions de la livraison, elles sont arrivées un peu plus tard. D'accord. Un peu plus tard. Au départ, les têtes de pont, ils ont beaucoup travaillé tout seuls, en fait. Enfin, tout seuls, avec un cercle très,
très resserré pour s'étendre petit à petit. Okay. Donc, je parlais de la direction de la technologie. Ça a été une direction qu'on a pas mal fournie au début du projet. Les directions, par exemple, le legal, ça fait partie aussi des directions qu'on a beaucoup staffé au départ. Qu'est-ce qu'on avait comme autre grosse direction forte en volume? La direction commerciale aussi, qu'on a beaucoup... direction commerciale, c'est les gens qui s'occupent de bâtir les partenariats, donc trouver tous les sponsors. D'accord. Mais ceux-là, ils arrivent un peu plus tard, autour de tous les sujets de billetterie. C'est ça, la direction commerciale. C'est un peu spécifique. Trop bien. Et donc, ça, effectivement, c'était le socle du début. Puis après, tu as dû staffer encore plus sur, pour les acteurs de l'événement qui vont être plus dans l'opérationnel. Au début, vous étiez, du coup, tu m'as dit 3-4. Et à la fin, vous étiez combien à peu près? Alors, au pic, l'équipe recrutement, on a été 42. Waouh! Ouais, c'est une énorme équipe recrutement. Ok, donc 3-4 à 42. Ouais, de 3-4 à 42. Ouais, donc il a fallu bâtir ça aussi. Et ça, c'est un vrai... Enfin, le sujet de l'équipe de recrutement, pour moi, c'est une immense fierté. Parce que, en fait, il a fallu construire une équipe qui allait être très exposée à la fin. Et moi-même, en fait, je ne mesurais pas à quel point toutes les équipes allaient être préoccupées, pour ne pas dire inquiets, sur le sujet du recrutement. Parce qu'à la fin, en fait, ils n'ont qu'une panique, c'est de ne pas avoir les bras pour livrer à la toute fin. Ils n'ont qu'une panique, c'est ça. Et sauf que le recrutement, ça... Il y a des délais qui sont un peu incompressibles. Et puis, il y a aussi un timing qui est bien particulier, sur lequel moi, j'étais plutôt confiante tout le temps. Et notamment, j'ai un exemple très, très précis là-dessus. Il y a une fonction qui a pris beaucoup de personnes à la fin. D'accord. Et ce n'étaient pas les métiers les plus attractifs et les plus faciles à recruter. Et c'était en termes de profil, plutôt ce que nous, on a appelé, alors c'est pas un profil, mais tu vas comprendre, on les appelait les jobs étudiants, parce qu'en gros, c'était quand même assez random comme profil. Tout ce qu'il nous fallait, c'était des gens un peu smart qui allaient être capables de challenger un peu un prestataire qui faisait, s'assurer que, en gros, l'exemple que je donne, c'est s'assurer que le prestataire de restauration, il a bien fait ce qui était prévu de faire, ce qui est écrit dans le cahier des charges, et s'assurer qu'il a bien le staff dont il a besoin le jour J et animer son équipe, quoi. Donc, c'est pas un profil très compliqué. Ça peut être des gens qui viennent de n'importe où, ça peut être un étudiant qui a fait un premier job au McDo un jour, ça peut être plein de choses. Mais ces gens-là, ces profils-là, pour le mois de juillet, ils ne décident pas au mois de janvier. Ça ne marche pas, ça, en fait. Donc, là où moi, j'étais challengée vachement, en disant, mais il faut qu'on les ait très tôt, comme ça, on sera tranquille. Oui, mais en fait, les gens, ils ne seront pas là. Ils ne seront pas là. Et quand bien même ils étaient là, on va les perdre entre-temps. Parce qu'ils vont... c'est la vie, quoi. C'est comme ça, un job d'été. On a tous été étudiants à un moment donné. Le job d'été, on s'en préoccupe le plus tard possible. Et puis, si jamais il y a quelque chose de mieux qui passe entre-temps, surtout, on va le prendre, quoi. Et c'est comme ça. C'est le marché, il est comme ça. Et donc, moi, j'arrêtais pas de freiner tout le monde en disant « Paniquez pas, faut pas qu'on s'agite trop tôt. On va perdre notre énergie. » Mais en fait, ça rassurait pas les gens. Les gens, ils avaient peur. Et je comprends, je comprends leur inquiétude. Bon, au final, on a réussi. Un peu dans la douleur, parce que... Mais c'était force... En fait, ça ne pouvait être que dans la douleur, entre guillemets, parce que le pic arrivait tellement tard, et le marché était... le marché faisait que ça se passerait forcément tard, en fait. Donc, pas vraiment de possibilité de trop anticiper les choses. Et d'ailleurs, on a certains prestataires qui se sont un petit peu cassés les dents parce qu'ils ont énormément anticipé. Et puis, évidemment, ils ont perdu la moitié des gens. Et ils ont... hop, on recommence et on refait tout, quoi. Nous, on n'avait pas les moyens de refaire quelque chose on n'avait pas du tout les ressources pour ça, quoi. Ouais, je comprends. Ouais. Donc, d'où le 40 personnes à la fin. Ouais. Et l'enjeu, vraiment le gros pic, le gros volume, il arrive à quel moment à peu près Le gros volume de recrutement, en fait, donc sur les 4500 personnes qui est à la fin, il y en a 2500 qui sont recrutées en 2024.
Ok, donc donc tu as 2000 recrutements à l'année. 2500. 2500 sur cette année. 6 mois. Sur 6 mois, c'est ça. Donc c'est 2500 sur 6 mois. Donc ça a été le gros effort. L'énorme pic, mais il y a forcément du chaos qui se crée, etc., où ça devient vraiment compliqué à gérer. Est-ce que, en termes d'attractivité, je me posais la question, est-ce que c'était facile de recruter quand même ces profils en disant en fait tu fais partie d'un projet qui va être magnifique, historique, ou à l'inverse, est-ce que c'était quand même compliqué sur cette partie attractivité des profils? En fait, on a eu pas mal de bâtons dans les roues, on va dire. L'un des bâtons qu'on avait dans les roues, c'est l'énorme vague de géobashing qu'il y a eu en fait tout début d'année 2024. D'accord. En fait, là où c'est marrant, mais avec le recul, je trouve que c'était plus facile d'attirer des gens en début 2019, alors qu'on était très loin des jeux, parce que là, le truc brillait et qu'on mobilisait des gens passionnés par le sujet. Voilà. Qu'en 2024, où tout le monde savait qu'il y avait les jeux, mais tout le monde entendait à longueur de journée que ça allait être une catastrophe. Ouais, c'est vrai, je me souviens très bien de ce moment-là. Et ça, je ne l'avais pas du tout anticipé. Mais alors, pas du tout. Je n'avais pas mesuré qu'on allait se prendre une vague pareille de géobashing qui a, je pense, je ne sais pas le mesurer, j'ai pas de gens qui m'ont claqué la porte au nez, ils m'ont dit non, pas les JO, mais le volume de candidats n'est pas forcément arrivé comme je l'aurais souhaité. En tout cas, j'ai dû déployer beaucoup plus de moyens que ce que j'imaginais devoir déployer. Okay. Et puis la deuxième chose, une des complexités pour nous, c'était aussi d'expliquer ce qu'on faisait. Okay. Parce qu'en fait, il y a les 4500 personnes qui travaillaient pour le comité d'organisation, mais le chiffre qui était globalement communiqué sur l'emploi des jeux et qui faisait du bruit, c'était 150 000 personnes, ou 180 000, je ne sais plus, 150 000. Et ça, c'est l'ensemble des emplois mobilisés par les jeux. Donc, ça va du chauffeur de métro qui va bosser et qui est déjà en poste, à l'agent sur un quai de métro qu'on a embauché pour gérer les flux, etc. Mais tous ces gens-là, ce n'est pas du tout les jobs du comité d'organisation. Et ce n'est pas les profils du comité d'organisation. Parce que justement, les gens que nous on recrute, c'est les gens qui animent ces gens-là. Donc ils sont un peu un cran au-dessus en termes de background, ils sont un petit peu au-dessus. Et donc du coup, nous on avait du mal à exister dans ce gros bruit qui était fait de voilà le profil pour faire les jeux, quoi. Et du coup, on attirait des gens, mais pas forcément ce dont on avait besoin. Ouais, pas les bonnes personnes, en fait. Exactement. Il y avait une asymétrie d'information. En fait, les gens ne comprenaient pas ce que c'était que travailler pour Paris 2024, de ce que je comprends bien, où ils voyaient les métiers surface, on va dire, qu'on voit dans le quotidien. Oui, absolument. Mais on voit pas, et le comité en lui-même avait du mal à exister, enfin, dans cette histoire-là, parce que pour tout le monde, et je le comprends, de l'extérieur, en fait, c'est les jeux. Ouais. On ne fait pas la différence entre et d'ailleurs on ne cherchait pas forcément à la faire, entre, encore une fois je prends mon exemple de sandwich, mais le gars qui va être recruté pour faire des sandwichs dans un point d'alimentation sur un site, et la personne du comité d'organisation qui va superviser cette activité de restauration. Je vois. C'est pas le même profil, c'est pas et on n'y pense pas évidemment aux gens qui supervisent l'activité. On pense aux gens qui font, à ceux qu'on voit, quoi. Donc on avait cette difficulté de faire savoir un peu qui on voulait, avec en plus, comme je te disais, les profils qu'on recrutait à la toute fin. On descendait un peu en niveau de qualification, d'expérience, etc. Mais pas jusqu'à l'autre niveau, quoi. Donc, progressivement, il fallait basculer vers ce niveau-là, mais pas trop vite, parce qu'on a aussi recruté en masse jusqu'en avril, quoi, le premier quarter de 2024. C'était aussi un gros moment de recrutement. Mais là, il y avait encore des gens plutôt qualifiés, expérimentés. Et là, c'est difficile, parce que c'est des gens à qui on vend un job de 6 mois, quoi. Parce que sur le côté, il y a une fin. C'est quand même plus facile de vendre un job de 5 ans que de vendre un job de 6 mois. Ouais, 6 mois, c'est quand même court. T'as du mal à le projeter. Ouais, c'est difficile de se projeter. Et là, il faut des gens dispo. Parce que même un demandeur d'emploi, en fait, ok, un job de 6 mois, mais qui n'a aucune chance d'être prolongé. C'est très clair. Il n'y a aucune chance pour qu'il soit prolongé. Donc,
il fallait y rajouter un peu de magie. Ouais. Et on a fini par faire ce que je croyais qu'on ferait, ce que je ne pensais jamais qu'on ferait, et qui était notre petite running joke au début, des 4x3 dans le métro. On a fini par le faire. C'est quoi ça, les 4x3 des grandes affiches en 4x3 dans le métro. Okay, tu ne l'as pas vu. Et voilà. Non, on a fait une campagne de com dans le métro au mois de quoi, je sais plus, avril ou mai, je sais plus. Et c'était vraiment le truc où c'était notre blague au départ, quoi, c'est de se dire on va quand même pas avoir besoin de faire des campagnes, des affiches 4x3 dans le métro, c'est bon, c'est les jeux, quoi. Eh ben si. Non, mais ce qui était intéressant aussi, et si je fais un parallèle avec une autre expérience que j'ai eue précédemment, qui était chez Apple, en fait, on avait de la même façon des sujets d'attraction. Là où on pense qu'une marque comme ça attire la terre entière. Ouais. Mais en fait, la marque ne fait pas tout. Il y a la marque qui attire. Après, il faut attirer les bonnes personnes. Et la complexité, les bonnes personnes et au bon moment. On a eu cette même complexité chez Apple, de réussir à attirer les profils dont on avait réellement besoin. Ouais. Et c'est tout, quoi. C'est bien d'avoir beaucoup de candidats, mais si on a beaucoup de candidats et que ce n'est pas les bons, ça demande beaucoup de travail, ça prend beaucoup de temps pour un résultat qui n'est pas satisfaisant, quoi. Ouais, clairement. Et quelles sont les stratégies que tu as pu mettre en place pour justement arriver à ton plan de recrutement? Donc il y a eu la stratégie justement des pancartes dans le métro. Ouais, ça en a été une. Alors, pour en citer, il y en a une que je trouve assez intéressante à citer, un choix qu'on a fait. Donc, au début, c'est assez lié à ce qu'on vient de se dire sur l'attraction, d'ailleurs. Ouais. Au début, en fait, donc on cherchait plutôt pas mal de seniorité. D'accord. Et on attirait des fans des jeux qui avaient envie de faire les jeux tout de suite, mais qui n'étaient pas les bons profils pour maintenant, mais dont on savait que ce seraient potentiellement les bons profils pour dans longtemps. Mais ces gens-là, on ne savait pas comment leur faire vivre un peu une expérience cool pour qu'ils aient envie de revenir plus tard, ou qu'ils vivent quelque chose de bien. Et en fait, on a saisi, on a fait preuve un peu d'opportunisme aussi, mais on a saisi l'opportunité de l'alternance. D'accord. Pour en fait remplir plusieurs objectifs. Le premier, aider nos opérationnels qui évidemment pleuraient pour avoir des ressources en permanence, et c'est normal, ils voulaient plus de bras tout le temps, mais c'est quand même un projet qui financièrement était très très contraint, et c'était juste pas possible de recruter plus de gens plus tôt, on n'avait juste pas les moyens de le faire. Donc, Donc l'un des leviers, ça a été de se dire développons davantage l'alternance et le stage, enfin notre politique jeune talent, pour donc avoir des cerveaux disponibles pour donner un coup de main aux équipes, d'une part. D'autre part, faire vivre une expérience de candidats plus sympa à ces gens-là qui ont envie de rentrer maintenant, en fait, mais à qui on n'a rien à offrir pour l'instant. Et 3, créer notre vivier de 2024. Ok. Parce qu'on s'est dit, les chiffres étaient assez simples. En gros, c'était pas exactement ça, mais si je recrute, notre schéma, on faisait quasiment 20% en fait. 20% de notre effectif de stagiaires et d'alternants chaque année, ça va me faire au final un vivier de gens qui sont passés par chez nous je crois qu'on l'a estimé, il y avait quasiment 500, un peu plus de 500 personnes, un peu plus que ça même, qui sont des gens qui connaissent la culture, qui ont, on l'espère, qui ont vécu une belle expérience et tout, et qui vont avoir envie de revenir après. Ouais, ok. Donc la stratégie, c'était donc développer le recrutement les recrutements en alternance et en stage, en faire le plus possible, en gardant des conditions d'accueil satisfaisantes, parce qu'en fait, on ne peut pas travailler si on a plus de stagiaires que de collabs. Ça ne marche pas, ça. Sûr, ouais. Donc voilà, en gardant évidemment des conditions de travail satisfaisantes, et qu'un stage reste un stage et une alternance reste une alternance. Mais pour essayer de faire rentrer dans la maison un maximum de profils qu'on réactivera plus tard. Alors, la réalité, c'est que on les a réactivés énormément. Je crois qu'on avait fait le chiffre, on a embauché, on a finalisé ou réembauché plutôt quasiment 70% des stagiaires alternants qui sont passés chez nous. Ah ouais, donc c'est énorme. C'est énorme. C'est énorme. Mais ça nous a vraiment permis de faire une espèce de... c'était pas de la pré-embauche au sens je veux les tester avant. C'était j'ai pas vraiment de job pour eux pour l'instant, mais je veux qu'ils aient quand même envie de venir plus tard. Et je veux qu'ils commencent à apprendre, quoi. Qu'ils soient un peu picousés par le sujet. Ça, ouais. Et ça a bien fonctionné parce que, je crois que sur les alternants de la dernière année, il n'y en a pas beaucoup qui ne sont pas restés. Ouais, non, mais c'est fou quand même. 70%, c'est-à-dire sur tes 500, tu as 350 personnes quasiment
qui sont restés, qui sont passés revenus à un moment donné. Voilà. Encore une fois, ils ne sont pas forcément revenus. Ils sont peut-être restés tout du long. Un peu plus longtemps. Ouais. Parce que ouais, donc au final, tu as eu quand même un bon vivier qui... Oui, c'était un très bon vivier. Okay. C'était un très très bon vivier. Et pour le coup, en plus, les opérationnels l'ont très vite compris. Donc, ils ont joué le jeu à fond. Et comment tu les as relancés? Tu les avais structurés bien dans ta base, dans ton ATS? J'imagine que ça, c'était un sujet compliqué. C'était un peu, oui, voilà. Les équipes jeunes talents se sont amusées pas mal avec des fichiers Excel, à les retrouver, à s'assurer... alors, parce qu'évidemment, il fallait les retrouver. Il fallait s'assurer aussi que il n'y avait pas un mismatch absolu, qu'on n'allait pas relancer quelqu'un avec qui il y avait eu un mismatch énorme. Ça ne marchait pas. Ouais. Voilà, et donc il fallait aller vérifier l'information. Notre ATS ne nous permettait pas vraiment de le faire. Enfin, en tout cas, on ne l'avait pas paramétré pour. Donc, on a fait ça un peu à la mano. Alors, pour les alternants, les stagiaires alternants, chaque fin d'année, on organisait un peu des temps forts de... alors, on a fini par les appeler des What's Next. Okay. Tu finis ton stage, ton alternance, qu'est-ce qu'on a à te proposer maintenant? Donc ça, on le faisait donc au fil des années, quand ils sortaient directement. Puis ceux qui n'avaient pas réussi à retrouver, on les conseillait un peu, reste en lien avec ton opérationnel, parce qu'à un moment donné, il va y avoir besoin de quelque chose. On missionnait aussi les opérationnels pour qu'ils aillent, si eux n'avaient pas quelque chose pour leur stagiaire ou leur alternant, qu'ils aillent le vendre à leurs petits copains, quoi. Enfin, voilà, ça s'est fait aussi de manière un peu naturelle, mais il fallait impulser le truc et faire savoir que c'était important pour nous de le faire, qu'on avait envie d'eux. C'était ça le plus important, finalement. Ouais, je vois. Et donc, il y a eu toute cette structuration avec les outillages, avec le bon ATS structuré avec les équipes. Comment tu fais de passer d'une équipe de 4 personnes à 42 personnes en termes de, de management, de formation, de structuration? Ouais, ça c'est un gros sujet. Alors, il y a une petite spécificité qu'il faut que je partage, c'est que l'équipe, elle était constituée à la moitié à peu près, la moitié, c'était des personnes qui étaient en RPO de notre partenaire, le groupe Randstad. Mais néanmoins, moi, je les ai recrutés au sein de Randstad. Ouais, c'est ça. Ouais. En gros, c'est ce qui s'est passé, mais voilà, il y avait quand même cette petite spécificité-là. Une fois qu'on s'est dit ça, il y a d'abord eu un premier moment où je me suis posé la question, comment je vais organiser ça? Il n'est pas question que j'ai 40 personnes en direct. Enfin, de toute façon, au moment où je réfléchissais, je ne savais pas du tout qu'on irait jusqu'à 40. Alors, pour être très honnête, je ne pensais pas du tout qu'on irait jusqu'à 40. Mais c'est quand on a vu aussi et que se sont définies les cadences de recrutement que j'ai compris qu'il fallait que j'ai un énorme pic à un moment donné parce que mon volume allait grossir et que voilà, il y a un nombre limité de recrutements que peut faire une personne en un temps donné. Donc je me suis posé la question, est-ce que je spécialise, est-ce que je prends des recruteurs que je spécialise par métier et j'ai des recruteurs qui gèrent tout de A à Z par métier, ou est-ce que je fais plutôt une organisation où j'ai des gens qui gèrent plutôt au départ l'amont du process, donc la partie sourcing plus, sourcing plus, sourcing précal. Voilà, sourcing précal, exactement. Grosso modo, sourcing précal. Et je garde des seniors qui gardent la relation manager et l'évaluation finale du candidat. Bon, en fait, j'ai fini par faire un truc hybride. Je suis partie sur plutôt la deuxième option. Donc, j'ai créé des pôles de recrutement où j'avais un senior manager, un senior recruteur qui avait la responsabilité d'une famille de métiers et qui avait avec lui, au fil de notre évolution, de plus en plus de sourceurs / recruteurs. Parce qu'en fait, au départ, ils étaient très sourceurs et puis en fait, les sourceur, ils ont grandi. Du coup, ils ont pu prendre un peu plus dans le exactement, de plus en plus de responsabilités. Et dans les faits, ce qui s'est passé, c'est que j'avais donc un senior manager, un senior recruteur. Et lui, dans son équipe, ils avaient chacun 4-5 recruteurs juniors, je ne sais pas comment vous les appelez, qui, en fonction des profils et en fonction aussi de leurs forces, ils ont organisé un peu comme ils voulaient. Dans certaines équipes, il y a des gens qui adoraient le sourcing, qui étaient super forts, qui faisaient que du sourcing. Et dans d'autres, ils s'étaient répartis des paquets de postes, des relations managers aussi. Et le
Le junior, il allait le plus loin possible avec son manager pour faire ses recrutements. Et le senior, il arrivait en chapeau et il continuait de produire aussi, parce que c'était important qu'il continue de produire. Ouais. Il continuait de produire, il arrivait en chapeau, il organisait la charge de tout le monde, il pilotait pour que on puisse avoir des objectifs atteints dans les délais. C'était vraiment, lui était garant de ça, quoi, de s'assurer que dans chaque pôle, on tienne les enjeux et qu'on crée les bonnes conditions pour avoir le volume de sourcing. Et ce qui est arrivé à la fin, ouais. Plus on se rapprochait de la fin, plus les pôles, les frontières entre les pôles devenaient poreuses, ouais. À la fois parce que certains avaient moins de recrutement, évidemment, et à la fois parce que les profils devenaient compatibles dans tous les pôles. D'accord. C'est-à-dire que là où un pôle, je sais pas, le pôle qui gérait la tech, bon alors c'est peut-être pas le bon exemple parce que c'est ceux qui étaient les moins poreux, mais non, si je prends, on avait dans une équipe, ils géraient les populations qui travaillaient sur le village des athlètes. D'accord. Dans le village des athlètes, il y avait plein de métiers assez différents, des métiers de service, etc. Mais il y avait d'autres. Dans un autre pôle, il y avait donc le pôle qu'on appelle les services au jeu. Les services au jeu, c'est plutôt, sur la fin notamment, c'était beaucoup tout ce qui va être la relation avec les accrédités. Donc par exemple, ce qu'on appelle arrivée et départ. Donc, c'est les gens qui gèrent dans les aéroports, dans les gares, les personnes accréditées. Donc ça, c'est aussi du service, c'est de la relation. Et donc, en fait, les profils, c'est potentiellement les mêmes. Ouais. Et donc, on a essayé de faire en sorte de bien se partager les profils. Et c'est pour ça qu'il y a une porosité qui s'est faite entre pôles. Ok, je vois très bien. Donc, pour revenir à ta question de départ, qui était comment on structure, ouais. En fait, on structure en faisant évoluer. Donc, en fait, on a une structure de départ, on a un schéma, et la clé dans un projet comme ça, c'est, de manière générale, c'est de toujours se remettre en question, d'interroger le bon fonctionnement. Et on a beaucoup itéré en testant des choses. On fait ça, ça en fait ça marche pas très bien comme ça. Allez hop, on le fait évoluer, puis ça va évoluer. Mais la clé c'est ça, c'est d'être capable d'avoir d'abord les bonnes personnes qui sont capables d'évoluer, parce que tout le monde n'a pas cette capacité à évoluer un peu en terrain instable, hein, parce que c'était franchement un terrain instable. Donc des personnes qui sont capables de s'adapter à des changements. Je t'ai recruté, c'était sur le papier, tu devais faire ça. En fait, tu vas pas faire exactement ça, tu vas faire aussi ça, et moins ça, et plus ça, etc., etc. Donc, adapter en fait la structure en permanence et trouver le bon niveau de volume. Ça, c'était pas très simple en vrai. Ouais, c'est ça, parce que tes volumes, ils variaient aussi en fonction du flux. Quelles étaient tes sources d'acquisition ? Tu avais beaucoup de gens qui rentraient via les offres que tu mettais à disposition. Est-ce que tu faisais aussi de la chasse. Comment ça fonctionnait un peu la répartition de tes canaux ? Alors clairement, principalement de l'entrant via notre site carrière. Notre site carrière, voilà. Principalement ça, qu'on complétait avec de l'annonce sur du LinkedIn pour pousser un peu, pour des postes donnés. De l'approche directe sur un certain nombre de métiers, parce qu'il y avait des métiers particulièrement compliqués. Je pense en particulier à l'énergie. Okay. Donc l'énergie des jeux, c'est comment est-ce qu'on fait pour s'assurer qu'on ait la bonne énergie en permanence sur chaque site, tout en intégrant des contraintes d'excellence environnementale. C'est un monde qui est déjà, le monde de l'énergie, de manière générale, c'est un monde qui est déjà compliqué d'un point de vue recrutement. Quand on en parle à nos partenaires qui étaient Enedis, EDF, ils me disaient déjà nous on rame, donc bon courage. Merci. Et puis et là le métier, c'est un métier qui est à mi-chemin entre l'événementiel. En fait, c'est des régisseurs avec une dimension très technique et un côté plus énergie pure et dure. Donc c'était des métiers vraiment particulièrement difficiles. Et là on a fait de l'approche directe, on a fait un peu d'événementiel dédié. C'est-à-dire qu'on a essayé, par exemple, on a fait un événement où on a ratissé très large, utilisé tous nos canaux de relais, alors beaucoup par les réseaux sociaux, qui avaient des relations avec la population des régisseurs, qui ne sont pas du tout des gens qui prennent des CDD pour un événement, c'est des gens c'est des free, c'est des... ils sont très... c'est des free ou des intermittents, ils sont très souples dans leur mode de fonctionnement, et nous, on leur demandait de rentrer dans un truc qui leur paraissait beaucoup plus rigide, qui était un CDD, quoi. Donc, il a fallu qu'on évangélise, qu'on explique, qu'on explique à ces gens-là en quoi c'était absolument magique et que
eux, régisseurs, ils pouvaient pas passer à côté du plus bel événement au monde, à Paris, quoi. Vous pouvez pas passer à côté de ce truc-là. Donc, voilà, essayer d'aller attirer via l'événement, les faire venir à nous, leur faire rencontrer nos opérationnels. Ça, c'était aussi un canal. Voilà. Le canal un peu événementiel, c'est quelque chose qui nous a un peu aidé pour certaines populations un peu difficiles. Ok, je vois. Et est-ce que tu t'es inspiré tu disais que tu étais très business, donc ça m'a intrigué dès le début. Est-ce que tu as mis des notions ou de l'inspiration du secteur du business ou peut-être d'autres disciplines, du marketing par exemple, dans tes pratiques de recrutement ou dans tes stratégies? Je ne sais pas si je peux dire ça de manière très formelle parce que probablement, mais sans même m'en rendre compte. Sans t'en rendre compte, alors, marketing de fait un peu parce qu'on s'est aussi fait accompagner dans nos équipes internes aussi par les ressources marketing, oui. Marketing digital, quel type de campagne ils mettaient en place? Ils nous ont beaucoup accompagnés là-dessus, sur ce qui peut bien fonctionner. Alors, ce qui était parfois difficile, c'est que c'est des équipes de marketing digital, mais pas de marketing digital recrutement. Recrutement, ouais. Souvent, c'est compliqué. Voilà. Et donc, c'était, je pense, enrichissant pour les deux, parce que moi, j'arrivais avec mes réflexes de recruteur et à leur dire, non, ça, je crois que ça fonctionne pas. Et eux, ils arrivaient, ouais, mais toi, tu crois que ça marche pas, mais je t'assure que ils nous ont aidés à vraiment définir des personas, à dire, voilà, on cherche qui, on cherche quoi, ils sont où ces gens-là, à structurer les choses. Ce qu'on faisait un peu au doigt mouillé, mais en réalité, eux, ils ont mis de la structure et du cadre, et je pense que ça, c'était très enrichissant, et ça nous a aidé à gagner en efficacité à un moment où on avait besoin de trouver comment dire, c'est pas un nouvel air, mais un nouveau souffle. Un nouveau souffle, voilà, c'est le mot que je cherchais, exactement. Un nouveau souffle où nous, on arrivait un peu au bout de nos idées de comment attirer les gens, quoi. Ouais, tu as besoin de redynamiser avec l'équipe. Ouais, c'est génial. Mais c'est vrai que les communications, market et recrutement, c'est souvent enrichissant, mais aussi difficile parce que c'est deux langages qui sont différents. Ouais. Mais ça fonctionne. Je pense que la clé pour que ça fonctionne, c'est que chacun soit sûr de son savoir, chacun a son expertise en fait. D'accord. Il n'y a pas de sujet, c'est pas un qui va voler l'expertise de l'autre, mais néanmoins, chacun doit avoir l'ouverture pour écouter l'expertise de l'autre et se dire, ok, ça en fait, toi t'en sais rien du tout ce truc-là, ça tu sais pas, donc essayons de voir comment nos deux machins peuvent fonctionner ensemble. Et pas tant, parce que c'est ça un peu le combat que je perçois dans ce que je peux lire ou découvrir. Le combat, c'est un peu, c'est à qui? Le sujet, il est à qui? Le sujet, il est au recrutement ou il est au marketing digital, quoi, ou au marketing de manière générale. Je pense qu'il y a pas il n'est pas à l'un ou à l'autre, en fait. Il est aux deux, et le fait qu'on ait tous l'un et l'autre à apprendre, ça a vraiment sa force, quoi. Ouais, les deux pôles doivent se responsabiliser. Oui. Pour après s'adapter en fait en fonction de ce que l'un et l'autre dit en termes d'expertise et même des retours d'expérience. Oui. Et pour aller chercher l'objectif, quoi. Ok, je comprends, ouais. Et quels sont les gros challenges auxquels tu as fait face et tu as réussi à les résoudre, tu vois, si tu te souviens des moments où c'était plus difficile, parce que tu devais forcément avoir des moments assez durs. Quelles sont les solutions que tu as trouvées? Il y en a eu. De quoi qu'est-ce que je peux citer comme moment? Alors j'en ai un en tête, mais c'est probablement parce que c'est à la toute fin et que c'était assez frais. Ouais. Mais à la toute fin, en fait, donc on a eu à un moment donné clairement un goulot d'étranglement. D'accord. En termes de charge. Ok. Parce que donc une partie de l'équipe recrutement, donc des 40 là, était partie sur les sites de compétition. C'était vraiment là juste avant. Là, on est vraiment juste avant les Jeux. Hein. Ils étaient partis jouer leur rôle pendant la compétition, qui était différent d'être un RH sur un site, en gros. Et donc, il restait plus grand monde sur place. On était un peu les survivors, là. C'est le moment où beaucoup de gens rentraient, et on avait l'admin à finaliser. Voilà. Donc, des choses pas très compliquées, mais beaucoup de choses. Et en fait, moi, il y a eu un moment où j'ai dit, en fait, ça va pas rentrer. Ouais. Ça va passer, je vais pas y arriver. Je vais pas y arriver, et donc j'ai levé la main. J'ai dit là, il faut qu'on vienne m'aider parce que sinon ça va pas passer. Et j'aime bien raconter cette histoire-là parce que ça illustre tout ce que j'adore, c'est la force du collectif. C'est-à-dire qu'en gros, les gens qui étaient là ont posé leur stylo et ils sont venus m'aider. Et en 2 jours, c'était réglé. Ouais,
Trop bien. Et c'était magique. Enfin, franchement, c'était un super moment. Enfin, super moment. Non, c'était pas un bon moment parce que on était vraiment dans le rouge, mais un moment de collaboration où, voilà, où la force du collectif prend tout son sens. Voilà, on reconnaît la joueuse de sport co que je suis. Bah, ce que j'allais dire, toi qui as fait du handball, bah oui, c'est exactement voilà, ce genre de cas. On ne peut pas faire le Zorro tout seul dans son coin, en fait, ça ne fonctionne pas. Quand ça ne marche pas, il n'y a qu'une solution, c'est de se remobiliser collectivement et d'aller chercher des ressources à côté, de se mobiliser, de se recentrer sur l'objectif, c'est ça, maintenant, c'est ça la priorité, on le fait tout de suite, sinon ça ne fonctionnera pas. Quoi. Ouais, c'est vrai que si tu as un goulot d'étranglement sur l'ensemble de la structure, donc à un endroit, donc ça ne sert à rien que les autres avancent sur le reste, au final, il faut résoudre celui-là parce que sinon, plus rien peut avancer. Exactement. Et en plus, c'était un pôle qui était hyper clé pour le succès des... À ce moment-là, oui, à ce moment-là, il fallait, et puis, même pour des raisons bassement légales, quoi. Si on n'était pas capable de sortir les contrats de travail des gens, ça marchait pas. Ça fonctionne pas, quoi. Ça fonctionne pas, c'est juste pas possible. Donc, il y a aussi ça, c'est l'une des leçons d'un événement comme ça, avec autant de défis, autant d'enjeux, c'est de savoir prioriser, en fait. Et d'accepter... Parfois, enfin moi je suis devenue plus que jamais, j'étais déjà pas mal, mais plus que jamais partisane du le mieux est l'ennemi du bien. À un moment donné, il faut accepter, ce sera pas parfait, mais c'est pas grave, on y va. On y va parce que là, on peut pas dire on va reporter les jeux de 2 semaines, c'est pas possible. Donc il faut que ça passe. Ouais, clairement. Et puis tu es dans une sorte d'incendie permanent où il y a des feux qui popent un peu partout. Ouais. Et donc il y en a, il faut que tu les laisses, flamber et il faut que tu avances. Ouais. Et dans les moments aussi que tu évoquais, il y a eu des moments comme ça où on sentait qu'il y avait des feux qui prenaient et qui n'avaient aucun sens. Aucun sens. Ouais. Donc là, l'une des actions, c'est vraiment d'être capable de prendre son courage à 2 mains, d'aller voir le patron, de dire maintenant ton feu là, tu es en train d'agiter du vent, donc tu cesses ça, ça s'arrête, parce que moi, ça nous pollue en fait. Donc on a vu qu'il y avait ce sujet-là. À côté, il y a tout cela, on n'a pas oublié ton problème, on va le prendre, mais laisse-nous régler d'abord cela, et on revient après. Et y aller avec assertivité, quoi. Parce qu'en fait, si on y va en disant « Non, mais on va attendre un peu... » En fait, voilà. Et c'est pas toujours audible, hein. On se fait pas que des copains quand on dit ça. Mais il faut l'assumer, en fait. Ouais, parce qu'en vrai, tu as les besoins de tout le monde qui arrivent en même temps. Ouais. Et chacun a entre guillemets, sa vision avec son périmètre en se disant, en fait, moi, c'est la chose qui me bloque le plus, mais en même temps, toi, tu as une autre vision qui englobe l'ensemble des besoins, on va dire, de l'ensemble de la structure. Donc, ils sont obligés de te faire confiance et même toi, tu as la responsabilité de prioriser pour s'assurer de délivrer, du coup, l'ensemble du plan. Okay. Et il y a un côté aussi, il faut de bien comprendre, en fait, qui on a en face de soi pour mesurer pourquoi est-ce que la personne s'agite, pourquoi elle a aussi peur que ça. Essayer de comprendre ses peurs, en fait. Et du coup, désamorcer ses peurs. Pour que ça devienne beaucoup plus rationnel. Dis, t'inquiète, ça va aller. En essayant d'être le plus factuel possible. Et ça, c'est pas le plus facile. Mais bon. Ouais, non, mais c'est sûr. Et en regardant un peu en arrière, du coup, tu parlais de leçons. Moi, j'aime bien aussi cette notion d'enseignement. Ouais. Quels sont les enseignements que tu tires d'une expérience comme ça de 6 ans, les choses que tu as découvert, que tu imaginais autrement et qui sont passées de manière totalement différente. Qu'est-ce que tu en retires Alors, il y a un sujet qui me vient en tête, mais j'y pensais tout à l'heure, mais c'est le rôle justement des opérationnels dans un projet comme ça. D'accord. Comment est-ce qu'on les implique et comment est-ce qu'on les implique et comment on les met dans sa poche, enfin dans sa poche, c'est pas le sujet, mais plutôt qu'on gagne leur confiance. Ouais. C'est plutôt ça en fait. Et le fait d'avoir leur confiance, c'est essentiel. C'est absolument essentiel parce que le sujet du recrutement est un sujet important pour eux. Ça, on a conscience et voilà, c'est un sujet très important pour eux. Mais il faut qu'ils soient sereins sur le fait qu'on va gérer leurs problèmes, et que ça ne doit pas en être un, en fait. Que ça ne doit pas en être un parce que c'est administré, c'est pris, c'est... Voilà. Et ça passe, ça aussi, par le fait d'acculturer, de former les managers. Et tous les managers. Et ça, le tout, il est important parce que c'est peut-être ça la leçon que j'ai retenue, c'est que c'est pas que ceux du début qu'il faut former. Qu'il faut pas croire que tout va ruisseler. Ça marchera pas, ça marche pas. Ça. Enfin, en l'occurrence, c'est un peu ce qui s'est passé là. C'est-à-dire qu'on a
On a mis beaucoup d'énergie à embarquer, tenir près de nous, j'allais dire former, acculturer les premiers leaders, les premiers qui recrutaient. Sauf qu'en fait, assez rapidement, c'est plus eux qui recrutaient, c'est les gens qu'on a recrutés, puis les gens qu'on a recrutés, puis les gens qu'on a recrutés. Et en fait, au moment où on avait énormément de recrutement, les managers qui recrutaient, c'était pas beaucoup, enfin pas uniquement en tout cas, des managers qui avaient, j'allais dire, grandi avec nous en fait, et construit la stratégie de recrutement avec nous. Et donc ceux-là, ils n'étaient pas dans un niveau d'adhésion, de confiance optimum. Et du coup, ça nous a coûté. Donc la leçon, c'est qu'en fait, cet effort d'adhésion, d'acculturation, il faut le faire tout le temps. Tout le temps et dans le temps. Alors, c'est aussi très spécifique à ce projet-là, évidemment, qui grossit très, très vite. Oui, parce que ça allait très vite et du coup, les personnes passaient les échelons aussi très vite. Oui. Mais je vois ce que tu veux dire. Ouais. Et évidemment, on peut pas reproduire un modèle qu'on a dans des boîtes classiques où on forme systématiquement quelqu'un qui devient manager au recrutement. Ça, on n'aurait pas pu, à la fin, quasiment, de toute façon, quasiment toutes les personnes qui ont travaillé ont recruté au moins une personne, quoi. Enfin, pas toutes, mais probablement la moitié d'entre elles, quoi. Donc, le volume était trop gros pour ça. Mais ouais, cette relation recruteur-manager, elle est cruciale, absolument cruciale. Et ça, si j'avais le moindre doute là-dessus, j'en avais évidemment conscience, mais comme je ne l'avais pas vécu jusqu'à présent dans des contextes aussi accélérés et tendus, c'était des contextes dans lesquels on pouvait prendre le temps de créer la relation. Ouais. Là, on ne pouvait pas le prendre, et l'erreur que j'ai faite, je pense, c'est de ne pas l'avoir pris du coup. Du tout. On aurait pu le prendre un peu, en fait. Et à la fin de cette aventure, donc c'est une aventure qui est quand même assez avec beaucoup d'émotions. Oui. Entre l'événement des Jeux qu'on voit avec tout l'accomplissement, on va dire, de ces 6 années, que ce soit pour toi, pour les équipes, pour toute la structure, et après la fin. C'est quoi tu vois, qu'est-ce que ça t'évoque, cette émotion-là, et comment tu l'as ressenti? C'est beaucoup de larmes au début, vraiment. Enfin, je le dis, moi, le jour de la cérémonie de clôture des Jeux paralympiques, j'étais très, 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 très mal. Mais vraiment, dans un état partagé entre une immense fierté que ce soit bien passé, de voir que la France entière a adoré ce qu'on a fait, le monde entier a adoré ce qu'on a fait. Donc, une immense fierté et à la fois une immense tristesse de se dire et donc ce truc-là, c'est fini, toute cette adrénaline, c'est fini. Tous ces gens avec qui on a travaillé, avec qui on a... Parce que quand il y a autant d'enjeux, en fait, on crée des relations humaines hyper fortes, et que ces gens-là, on va plus les voir. Enfin, en tout cas, évidemment pas tous, mais il y en a avec qui on se voit toujours, bien sûr, mais on va perdre cette dynamique, cette euphorie, de se dire, commencer à se dire, mais qu'est-ce qu'on va faire après? Cette espèce de sensation de vide. C'est ce mélange entre un vide et une fierté immense, c'est assez fort émotionnellement. Et alors, c'est amusant, mais... Enfin, amusant, non, je sais pas. On le savait, on était préparé à ça, parce qu'en fait, on a beaucoup échangé avec, le patron RH de Londres, des Jeux de Londres, et qui nous avait raconté, préparez-vous, attention, après les Jeux, tout le monde va être dépressif, quoi. Enfin, c'est un peu caricatural, mais voilà. Et psychologiquement, ça va être difficile. Donc, on avait dans notre programme, on a un programme pour préparer les collaborateurs à la sortie. Dans notre programme, on a préparé aussi des enjeux. Alors, il y avait des enjeux, bien sûr, techniques, de comment tu vas chercher un nouveau boulot, des choses très techniques. Mais on a aussi voulu adresser le côté émotionnel. Et de dire, OK, ça va être quoi tes émotions à ce moment-là? Comment tu vas faire pour les gérer? Quel peut être le rôle de ton entourage? Voilà. On a essayé de préparer un peu tout le monde à ça. Et on s'est préparé, mais c'est quand même pas très simple. Clairement, puisque tu vis un pic, une ascenseur d'émotions qui est quand même assez folle, qui redescend d'un coup. C'est un peu comme si tu faisais un entraînement hyper intensif pour soit une compétition de handball hyper importante pour toi. Toute l'équipe se prépare pendant des années, et puis ça se finit. Vous avez réussi, vous avez gagné, mais c'est quoi le prochain challenge? Peu le blues, comment on appelle ça, le blues de l'après-compète. C'est t'as vécu l'émotion et tu sais pas trop ce qu'il y a après. T'as l'impression que tu perds un peu de sens dans ta vie, limite. Alors, ça, c'est un truc qui est assez connu chez les athlètes. Ils appellent ça un peu, je crois, la géostalgie. Ça doit être un truc comme ça.
Mais en fait, c'est vrai que quand on a travaillé sur le sujet, ça se retrouve aussi, quoi. Il y a un peu ce vide et ouais, cette quête de sens un peu. C'est où est-ce qu'on va retrouver autre chose. Bon, après, il y aura autre chose, hein, ce sera différent, en fait. Je pense que l'enjeu, c'est pas... Enfin, il y a beaucoup de gens qui me disent « Mais tu vas jamais trouver un truc aussi excitant ». Je dis « Bah non, je pense pas. Mais c'est pas grave, en fait. C'est pas grave, on fait pas que des trucs hyper excitants dans sa vie en permanence. Sinon, on n'est pas toujours au climax de son expérience pro. Donc, on vivra des choses différentes. Et c'est OK. Et c'est OK dont on ira chercher l'intérêt. Il y a d'autres intérêts que celui-là. Il y a plein d'autres choses. Et le fait de partager cette expérience, cette émotion, ça fait aussi partie du truc sympa. Enfin, moi, j'adore raconter l'histoire et... je trouve que c'est intéressant à la fois de réfléchir à ce qu'on a fait, qu'est-ce qui a bien marché, pourquoi ça a bien marché, qu'est-ce qu'on a moins bien fait, pourquoi ça n'a pas bien marché, et puis de partager avec les autres. J'allais dire personne ne refera les JO en France. Si, ça va revenir dans pas très longtemps. Il faut leur donner le manuel, le mode d'emploi. Ouais, mais ce sera différent. Ils feront leur propre histoire. Et c'est très bien. Et c'est vrai qu'on ne voit pas ça en fait derrière l'organisation des JO. On ne se rend pas compte de la somme de recrutement, toute l'organisation qu'il y avait derrière. On n'a que la surface et c'est quand même magnifique. C'est une magnifique histoire. C'est un truc fou. Je te propose de passer au Rapid Fire Question. Donc, je t'ai préparé quelques petites questions où il faut répondre très rapidement. Tu verras, c'est très simple. Donc, t'inquiète pas. Donc, il y aura 2 options que je te propose. Du coup, tu devras choisir l'une d'entre elles le plus rapidement possible. Est-ce que tu es prête ? Je suis prête. Est-ce que tu es plutôt inbound ou outbound ? Inbound. Plutôt manuel ou automatisé ? Automatisé. Plutôt soft skills ou hard skills ? Soft skills. Plutôt opérationnel ou stratégique ? Stratégique. Plutôt puriste recrutement ou inspiration de d'autres disciplines ? Puriste recrutement quand même. Plutôt hack ou méthode ? Hack. Pourquoi hack ? Parce que je suis une bricoleuse. parce que j'aime bien tester les choses en fait. J'aime pas refaire quelque chose que j'ai déjà fait. Et j'aime bien m'inspirer de petits bouts et réunir et puis bricoler le truc, tester des trucs et on y va. Et ça marche pas, ça marche pas, c'est pas grave. Ok, on ira reprendre un bon vieux truc bien cadré que tout le monde sait faire. Mais si on a pu essayer de trouver une façon un peu différente de faire, j'aime bien. Ouais. Et j'ai l'impression que tu as beaucoup justement testé, itéré très rapidement. J'ai l'impression que ça a été la clé de tout ce que tu as fait. Oui. Parce que tu es obligé de trouver des nouvelles solutions. Vu qu'il y a plein d'incendies, tu dois les éteindre d'une façon différente à chaque fois. Est-ce que tu as une méthode même pour itérer et tester ? Quel est un peu ou peut-être l'état d'esprit qu'il faut avoir, selon toi, pour itérer aussi rapidement ? Alors, méthode, je crois pas. État d'esprit, c'est sûr. Pour moi, l'état d'esprit, c'est ne jamais avoir peur de dire qu'on s'est planté. Ok. Être très lucide sur ce qu'on fait, quoi. Regarder le résultat, dire bon, en fait, c'est pourri, ça marche pas. Donc, ok. Et c'est pas grave. C'est pas grave, en fait. Et ça, d'ailleurs, d'un point de vue managérial, c'est quelque chose pour moi qui est essentiel à instaurer. C'est de greffer dans la tête de mon équipe que tu as le droit de te planter. Par contre, tu n'as pas le droit de pas dire que tu t'es planté. Tu n'as pas le droit de planquer sous le tapis parce que ça n'apportera rien. Du coup, ton erreur, elle fait pas gagner de temps à personne. Ouais, ça, t'as pas d'enseignement derrière. Il n'y a pas d'enseignement. Par contre, si tu te plantes, c'est pas grave. On va prendre ce que tu as fait, on va le décortiquer et on va récupérer ce qu'il y a d'intéressant à récupérer. Et donc ça, c'est pas un sujet. Donc le mindset, c'est vraiment ça pour moi. C'est d'être en capacité de se remettre en question tout le temps. Et puis l'autre bout du mindset, c'est de pas se donner de limites, en fait. De se dire, ça, c'est un peu fou, cette histoire, non ? Parfois, on a envie de faire... Non, mais ça, c'est pas possible. Je sais pas. Regarde, tirons le fil jusqu'au bout. Et parfois, on tire un fil, on dit, ouais, non, en fait, c'est pas possible. Ou c'est pas possible, ou c'est trop risqué, ou trop ce que tu veux. Ça va pas le faire. Mais aussi, parfois, en tirant des fils qui nous paraissaient un peu improbables, on a sorti des trucs chouettes, quoi. Et le troisième truc, c'est, je pense aussi, pour pouvoir bien itérer, c'est de ne pas essayer d'itérer toute seule. Parce que ma petite tête, elle ne va pas rien faire du tout.
Moi, je suis une adepte on se met dans une salle, on met un paperboard, c'est vraiment à l'ancienne, je suis désolée. On met un paperboard, un marqueur, et on balance ses idées. On dit, OK, ce truc-là, ça peut être quoi le truc? Ouais, ça c'est pas mal, ça c'est pas mal, ça c'est pas mal. OK, on se met pas de limite, on se dit, OK, puis après, OK, maintenant on prend un deuxième temps. Bon, ça, on y croit, on a envie de tirer la ficelle ou pas? Ouais, non, c'était rigolo, mais j'y crois pas trop. OK, on le met de côté. Et puis on commence à tirer les ficelles des trucs qui nous intéressent. Et c'est comme ça qu'on arrive à faire des choses, quoi. Ouais, et puis après, tu choisis les solutions par rapport au degré de confiance que tu as dans la solution. Ouais. Et après, plan d'action, j'ai l'impression que tu es aussi une femme de l'action. Oui, j'ai l'impression que tu es beaucoup dans l'action et c'est aussi comme ça qu'on arrive à itérer rapidement. Oui. C'est en passant à l'action pour avoir des résultats. Oui. Et de temps en temps, effectivement, soit tu arrives à les mesurer et du coup, tant mieux. Et souvent, c'est un problème parce qu'il y a une difficulté quand même à mesurer dans le monde du recrutement la bonne data. Oui. Ou sinon, ça va être avec, entre guillemets, l'intuition ou l'ensemble des informations que tu as à ta disposition qui permet d'avoir une composante pour te prendre ta bonne décision, même si tu n'as pas toutes les infos. Oui. Ça peut t'aider. Oui, j'ai l'impression que... Et le côté, là, tu fais référence au sujet de la data, ça, c'est un truc qui nous a cruellement manqué. D'accord. Parce qu'en fait, on n'a pas... quand on a sélectionné et paramétré notre ATS, on n'a pas suffisamment mis le focus là-dessus. Et en fait, il y a plein de choses. On a navigué à l'aveugle. Ouais. Franchement, aujourd'hui, il y a quand même un truc. Je suis incapable de dire au total combien de candidatures on a reçues. Je ne sais pas le dire. Ouais. J'ai essayé, mais je ne sais pas le dire. On ne sait pas le dire. Donc, voilà, on a navigué à vue quand même. Ça nous a manqué. Bon, on s'est débrouillé sans, à l'intuition. Franchement, à l'intuition. Mais si on avait eu la data, ça nous aurait aidé. Justement, je parlais de confiance avec les managers. Si j'avais pu leur donner des chiffres, voilà, t'inquiète pas, c'est pas juste fais-moi confiance, c'est voilà les faits. Ça m'aurait fait gagner un temps fou. Et c'est vrai c'est un discours qu'on entend beaucoup, mais voilà, les RH n'ont pas une culture de la data et tout ce qu'on veut, etc. Oui, probablement. Mais aujourd'hui, en fait... moi, ma conviction, c'est que c'est pas compliqué la data, en fait. Enfin, il y a ce côté un peu à la mode du sujet data, mais en réalité, quand j'ai commencé à faire du recrutement dans les années 2000, la première chose qu'on m'a demandé de faire et que j'ai fait, c'est je faisais un tableau de bord de nos recrutements. Et alors, je comptais avec mes petits doigts, avec mes petits CV que j'avais imprimés. Alors, celui-là, il vient de Stepstone, celui-là, il vient de là, celui-là, il vient de là. Et toutes les semaines, je faisais un rapport à notre client pour dire exactement quelles étaient les sources de recrutement, qu'est-ce qui donnait bien, qu'est-ce qui donnait pas bien, où est-ce qu'il fallait qu'elle remette du fric. Enfin voilà, en fait, on l'a toujours fait. C'est juste qu'aujourd'hui, il y a des moyens un peu plus simples de le faire que de compter avec ses petits doigts, etc. Donc ça va beaucoup plus vite. Et qu'on ne prend pas le temps. Exactement. Comme la donnée, elle est là, on ne prend pas le temps d'analyser, en fait. C'est plutôt ça le sujet, je crois. Ouais. À l'époque, il fallait un peu ramer pour avoir la data. Donc, quand on avait ramé pour avoir une donnée, on s'en servait. T'as envie de l'analyser. Ah bah ouais, on s'en servait. Quoi. Forcément, on s'en servait. Ou alors, d'ailleurs, et c'est aussi un truc important, si j'avais une data difficile à obtenir, mais dont je ne me servais pas, c'est qu'elle ne servait à rien. Donc, j'arrête de perdre du temps. C'est aussi ça le sujet. C'est de quelles données j'ai besoin, parce que parfois, on a des données comme ça. Ouais. Je me sers de 3 trucs. Ok, je ne vais pas perdre mon temps à aller regarder tout ça. Je me sers. Enfin, plutôt, c'est 3 choses qui me sont utiles. Plutôt que de dire je me sers parce que je ne les regarde pas. J'ai 3 données qui sont utiles. Si j'ai 3 chiffres qui sont utiles, je me base sur 3 chiffres, mais je les utilise. Et je les tire jusqu'au bout, et je les décortique, et je vais loin dessus, quoi. Le message, là, c'est un peu... la data, c'est très bien, mais je pense que ce n'est pas la quantité de data qui est importante. C'est la qualité de la data qui est importante, et ce qu'on en fait. Et ce qu'on en fait, et les actions qu'on met en place après. Exactement. Comment est-ce qu'on l'exploite? Et pas juste, on la regarde et on dit « Youpi, j'ai un super tableau de bord ». C'est un exemple là-dessus c'était assez drôle, mais au début de Paris 2024, on était très très challengés par nos patrons, mais nos patrons, les vrais patrons, ceux qui sortaient dehors, sur les réponses qu'on faisait aux candidats. Pourquoi? Parce que eux, quand ils allaient à la fête de je sais pas quoi parler des jeux, ils tombaient toujours sur un bonhomme qui disait « Ah ben moi j'ai postulé mais j'ai pas eu de réponse. » Ah ouais. Peut-être. Mais du coup, moi, je me faisais challenger tout le temps en disant « Bah ouais, mais vous répondez pas aux candidats. » Bah si, on répond aux candidats. Et donc, j'ai dû, pendant un temps, sortir une data sur combien de réponses négatives j'avais faites. Qui n'avait pour but que de rassurer les gens en disant « Ouais, j'en ai fait 400 cette semaine. » Wow. Bon, en vrai, ça ne veut rien dire du tout, parce que ça dépend de combien de candidats j'ai eu, ça dépend à quel moment je la fais, la réponse, enfin, il y a plein de choses. Mais
cette donnée, à un moment donné, elle a été utile. Elle m'a cassé les pieds, mais elle a été utile parce elle a permis de rassurer et de plier ce sujet. Ils comprennent que oui, on fait des réponses. Et oui, on a conscience que c'est important pour le projet, en termes d'image, de marque employeur. Oui, on va être les premiers concernés par le sujet, donc oui, on a conscience. Mais c'est, voilà, à un moment donné, c'était un truc pertinent, quoi. Et ça ne l'était plus du tout après. Ouais, c'est ça, ouais. Et Dieu merci, on a arrêté de le faire. Ouais, clairement, ouais. Comment tu vois le futur du recrutement ? Comment tu vois les prochaines années là, sur ta prochaine expérience ? Je ne sais pas si tu as trouvé déjà. Non, pas encore. Mais... On avait parlé, tu étais en pause parce que beaucoup d'émotions, voilà, besoin de prendre du recul aussi. Ouais. Non, mais là, je suis vraiment dans le moment où je suis en train de demander comment j'ai envie de voir le recrutement de demain, en tout cas d'y prendre part. Alors d'abord, il y a une conviction que je me suis forgée, c'est que moi, je suis plutôt de la team recrutement et RH ensemble. Okay. Je ne suis pas dans la team le recrutement dans son coin et les RH de l'autre côté. Parce que ma conviction, c'est que on recrute pour faire vivre à des personnes, un candidat. L'expérience du candidat, c'est le début de l'expérience employée. Et donc, de fait, ça doit merger. Et donc, quand on fait du recrutement, on doit se préoccuper de ce qui se passe après. Et quand on gère la vie d'un collaborateur, on doit se préoccuper de comment il est recruté. Donc, pour moi, les deux vivent ensemble. Ça, c'est une première conviction sur le futur du recrutement. Il y a cette tendance un peu à le mettre de côté, mais j'y crois pas beaucoup, moi, ça. J'y crois pas beaucoup. Je me réjouis de savoir qu'en fait, le rôle d'un recruteur va se recentrer sur l'essentiel, parce que la technologie va permettre de ne pas passer des heures et des heures à faire des choses à pas très forte valeur ajoutée. Et donc, demain, le recruteur, son rôle, ça va être de soigner son candidat, soigner son manager, et faire en sorte de... Alors, je suis une adepte de la métaphore du mariage avec le recrutement, mais que cette union soit pérenne. Aussi longtemps que l'un et l'autre le veulent, mais qu'elle se fasse pour de bonnes raisons. Et ce que je trouve excitant, moi, dans le recrutement, c'est ça, c'est de découvrir qui est la personne, de découvrir de quoi le business a besoin. On en revient au business, mais voilà, il n'y a pas de bon candidat absolu, il y a un business qui a un besoin, il y a une personne qui a envie de travailler dans un contexte. Et ces gens-là, il faut qu'ils se rencontrent. Et donc le futur, c'est ça, c'est de se focaliser là-dessus pour moi. Donc ça rend le job plus que jamais fin, j'allais dire, dans l'émotionnel, le relationnel, l'interpersonnel. Ce n'est pas une science dure et ça ne le deviendra pas. Je ne pense pas. Il y a beaucoup de choses qu'on peut, encore une fois, simplifier, automatiser, et il faut le faire. Mais rien ne vaut la relation, en fait. La relation entre les deux entités, la relation et la compréhension des deux entités. C'est là-dessus qu'il faut que le recrutement se focalise, je pense. Et après, pour des sujets, par exemple, d'attraction, ce qu'on disait tout à l'heure sur le marketing, aidons-nous des gens dont c'est le métier. Ces gens-là, c'est leur métier, c'est leur expertise. Donc, travaillons avec eux, mais n'essayons pas d'acquérir leur expertise tout seul. Ouais. En fait, eux, ils la font vivre au quotidien, donc aidons-nous de leur expertise plutôt que de vouloir prendre leur job, quoi. Ouais, c'est ça. Ouais. Et de s'inspirer des meilleurs qui vont pouvoir les aider, donc soit en interne, soit en externe. Ouais. Mais effectivement, s'inspirer de ce qui se fait déjà, ce qui a déjà été testé parce que tu iras beaucoup plus vite. Ouais. Ça, c'est sûr. Trop bien. Merci pour cet échange. Je t'en prie, merci à toi. C'était top. C'était cool. Merci beaucoup pour l'échange. Est-ce que tu as une petite ressource ? On avait parlé en intro. Alors, j'ai pas une ressource, mais j'ai une conversation inspirante. Une conversation, c'est parfait. Une conversation inspirante autour de, justement, alors évidemment, je suis un peu dans ces sujets-là, mais du sujet de son propre avenir et comment est-ce qu'on se définit son avenir. J'ai échangé avec une ancienne collègue qui, elle, depuis, est passée par l'entrepreneuriat, puis revenue dans l'entreprise et repartie dans l'entrepreneuriat. Et on a eu toute cette conversation autour de réussir à définir si on est soi-même plutôt entrepreneur, plutôt intrapreneur,
ou plutôt très bien dans une structure plus de masse, quoi. Et j'ai trouvé très inspirant le fait de réaliser. Je crois que ça a été, voilà, je me suis autorisée à penser, parce que je crois qu'avant je me l'autorisais probablement pas, qu'en fait, pour le coup, on n'est pas tous faits pour être entrepreneurs. C'est pas une fin en soi. C'est super chouette pour ceux qui s'éclatent dans l'entrepreneuriat. C'est super chouette. Mais en fait, il y a aussi des vraies richesses en fonction des personnes dans l'entreprise, avec son cadre, son environnement, ses collègues, ses objectifs collectifs. Ring a bell. Ses objectifs collectifs. La liberté qu'on a besoin d'avoir ou pas avoir, il y a tout ça. Donc voilà, c'était un peu ça la réflexion qui m'a un peu inspirée, c'est de se dire il n'y a pas de vérité en fait derrière ça, et que c'est très personnel, et que chacun doit peut-être un peu découvrir en lui l'environnement dans lequel il est bien. Ouais, c'est ça. Et je suis hyper aligné parce qu'on le voit beaucoup, par exemple, sur LinkedIn, sur toutes les plateformes, tous les gens qui se lancent en freelance, qui sont entrepreneurs, etc., et que c'est beaucoup prôné. Et je pense que c'est aussi un chemin. Je pense qu'il y a plein de chemins et chacun a son propre chemin. Mais c'est un chemin qui est intéressant. Moi, je sais que c'est celui qui m'apporte le plus. Ouais. Et au-delà du côté entrepreneuriat, mais c'est plutôt d'être entreprenant. Oui, donc dans tous les sens du terme, donc c'est-à-dire tu pourrais très bien t'es dans ta grande structure, etc., et tu es très bien là où tu es, et d'entreprendre des choses, par exemple, je sais pas, des projets familiaux, avec des amis, projets sportifs. Ouais. Et j'ai l'impression que c'est là aussi où tu te découvres, où tu t'épanouis. Mais c'est vrai que l'entrepreneur n'est pas une fin en soi, mais être entrepreneur, en tout cas, moi je trouve que c'est un chemin qui permettent de se retrouver, quoi. Ouais. Et puis on peut être entreprenant dans l'entreprise. Aussi, ouais. Et du coup, entrepreneur. Ouais. Ou juste entreprenant dans ses projets. Oui, exactement. Au sein de l'entreprise. Ouais. Exactement. Magnifique. Phrase philosophique pour la fin. Je ne sais pas. Food for faute, comme on dit. Mais en tout cas, merci à toi. C'était top. Merci beaucoup. Je te dis à très vite. À bientôt. Ciao. Merci beaucoup. Au revoir.